d'être capable de mettre à l'écrit une problématique, une idée, un objectif, c'est quelque chose que peu de gens font. De un, ça pousse les gens à vraiment lire. Et ta mémoire, quand tu lis quelque chose, ça va être beaucoup plus marquant que si tu regardes une vidéo ou quoi que ce soit, parce que les détails vont être écrits. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, les discussions ne sont pas intenses parce que les gens sont pas préparés et sont gênés de parler. Puis c'est ce que tu recherches avec une équipe de direction, c'est des gens qui sont pas nécessairement d'accord. Et c'est dans le désaccord qu'on va trouver la meilleure solution. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, le premier de l'année 2025. Donc, je voulais prendre un peu de temps pour vous souhaiter à tous une belle année, chers auditeurs de la santé, de la santé, de la santé. Et Jonathan, je te souhaite la même chose. Toi qui es avec nous aujourd'hui, santé, santé, santé pour toi en 2025. Quoi d'autre peut-on te souhaiter? Comme on dit à tous, santé et succès, mais si la santé, elle est là, d'après moi, le succès va suivre si la discipline est là et que la planification est là. Donc, je me auto-souhaiterais de continuer à bien planifier et la discipline qui doit suivre pour que les résultats apparaissent au bout de la ligne. Donc, et voilà, mais je te souhaite également santé et succès, Antoine, de ton côté, dans tous tes projets que tu as. Bon, ben écoute, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde ici. Jonathan, avant qu'on parle peut-être des sujets du jour, on voulait parler de planification, on voulait parler de comment qu'on regarde un peu notre année, notre structure avec nos équipes. Un petit retour sur la discussion qu'on a eue avec Simon et avec Hugo lors d'un panel qu'on a fait en fin d'année. On a fait c'est quoi, le 21 décembre, si je crois bien, on a sorti ça le lendemain ou le 19 et on a sorti ça le 21 décembre, je ne me rappelle pas exactement. Comment as-tu trouvé le format? As-tu aimé le tout? Comment as-tu trouvé l'expérience? J'ai vraiment apprécié le format parce que ça a permis de brainstormer aussi sur des problèmes ou des angles d'attaque qu'on voulait faire pour nos propres entreprises, de comparer nos idées aussi. Si vous ne l'avez pas écouté, honnêtement, écoutez le podcast là, qu'on a fait à quatre. Vraiment, vraiment une belle discussion. Beaucoup de wisdom seed, donc en bon français, des graines de sagesse qui proviennent de bons entrepreneurs. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai aimé voir aussi la diversité d'opinions et les angles également différents, entre autres, entre ce que Simon apportait, ce que j'apportais par rapport à notre entreprise et la sienne. C'était vraiment, je pense, très pertinent. En tout cas, de mon côté, j'en sors avec des bons insights à appliquer ou à réfléchir pour mon entreprise, en espérant que les gens qui nous ont écoutés, ça leur aura permis de réfléchir aussi de leur côté. Voilà. Et toi, comment tu as apprécié? Ben écoute, je pense que oui, ça a été un bon baptême de feu, une discussion intéressante à quatre avec des entreprises assez différentes, si on est très honnête. C'est-à-dire, Hugo opère dans le service résidentiel qui est très, très loin de ce qu'on fait. C'est un type de service vraiment plus à la masse. Donc, les gens que tu as besoin pour bâtir une organisation et structurer une organisation de la sorte, c'est très différent des gens que toi et moi, on va avoir de besoin, beaucoup plus orientés sur du volume. Simon, on le sait, opère dans le produit technologique. Donc là, c'est ici que vous avez quelques similitudes, toi qui bâtis des produits technologiques pour tes clients. Donc oui, ça a été une discussion intéressante. Je pense qu'on a tout de même beaucoup de travail à faire, là, en toute transparence. J'ai réécouté le tout. J'ai trouvé le tout intéressant, pertinent. Mais je pense que le gros travail, et ça va surtout venir de moi, ça va être d'essayer de créer un peu cette cohésion-là, cette ligne directrice-là. Et je pense que ça va uniquement venir avec des essais, des erreurs. Mais vraiment, j'ai aimé le fait que, de un, vous ayez aimé l'exercice. Les trois, vous m'avez répondu après par email, me disant que oui, ça a été plaisant, que vous vouliez le refaire. Donc, si vous ne vouliez pas que je le dise, Simon et Hugo sur le podcast, vous êtes, je viens de vous dévoiler. Donc, vous m'avez dit que vous allez aimer ça. Donc, on va vous revoir sur le podcast. Jonathan, tu nous l'as dit également, donc c'est bon. Donc, je pense que oui, ça a été une bonne première étape. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de podcasts de la sorte qui vont venir dans le futur. Je le répète pour les gens qui nous écoutent, les discussions d'affaires du jeudi restent. C'est pas quelque chose qu'on veut voir partir. Moi, j'aime beaucoup avoir Jonathan comme psychologue à tous les jeudis qui m'aide un peu sur mes différents problèmes. Et j'espère t'aider également en tant que psychologue, Absolument. Jonathan, sur d'autres de tes problèmes. Mais l'idée dans le futur, c'est que nos discussions à 3 ou à 4 ou à 5, peu importe le nombre de gens qui seront dans la discussion, tranquillement puissent peut-être prendre la place des podcasts du lundi. Pour le moment, rien ne change. Certains podcasts de la sorte vont s'intégrer d'un lundi à l'autre. Donc, restez à l'affût et peut-être à un moment donné, il y aura un peu plus de vélocité qui sera mise de l'avant avec ce type de podcast. Mais oui, pour terminer là-dessus, Jonathan, je pense que ça a été une belle première expérience. C'est des gens qu'on connaissait. Donc, ça, c'est plaisant. Maintenant, il faut juste voir comment on peut amener ça encore à un autre niveau dans le futur.
Mais je pense que ça va venir juste avec des essais, des erreurs et de l'amélioration constamment. Là. Je suis curieux, Antoine, par contre, de savoir, le podcast est sorti pendant le temps des fêtes, à quel point ça l'a impacté au niveau du nombre d'écoutes. Est-ce que ça a été vers la hausse, vers la baisse? Curieux d'en savoir un peu plus. Très similaire, je te dirais. C'est sûr et certain que les habitudes pour beaucoup de gens sont différentes pendant le temps des fêtes. Ça se reflète également sur la consommation de nos 5 podcasts qu'on a chez J7. Mais je te dirais très similaire. Je pense que c'est quelque chose que si ça va fonctionner à travers le temps, il va falloir en faire beaucoup, il va falloir créer des habitudes. Par contre, j'ai eu des très bons commentaires. Moi, j'ai eu des très bons commentaires. C'est ce que je voulais avoir. Au moins un petit peu de feedback. J'en ai pas eu énormément. Là, comme j'ai dit, le timing était peut-être pas le meilleur, mais je trouvais ça intéressant de faire une genre de revue de l'année. Donc, ça se prêtait bien. Mais je pense que c'est ça. Si on n'en fait pas constamment, rigoureusement, on ne saura pas exactement à quel point ça fonctionne. Mais définitivement, c'est le format vers lequel on va pour les gens qui nous écoutent sur le podcast. Donc, on va voir. On va voir. Mais au moins, je suis content. C'était mon objectif, au moins quand je l'avais annoncé, c'est d'en faire un d'ici la fin de l'année 2024. Et comme de fait, on était capable d'en sortir un. Super intéressant, Antoine. Moi, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Je mets en contexte, ça fait la 3e année que pendant le temps des fêtes, je m'arrête, que je décroche un maximum, mais que je décide de prendre une demi-journée, une journée pour faire une révision de ce que j'ai réussi à accomplir dans la dernière année et surtout de planifier mon année qui s'en vient. J'appelle ça un peu un year design, donc de faire un design de Ouais. mon année qui s'en vient en avant pour voir qu'est-ce que je veux me donner comme objectif, comment ça peut rentrer dans le calendrier, un mix de personnel, un mix de professionnel à travers tout ça. Et là, ça fait 3 ans que je le fais là, année après année et je parfais un petit peu ma technique d'une année à l'autre. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'outil ClickUp et mon Remarkable pour prendre des notes à la main. Et après ça, je mets ça dans un calendrier pour voir si ça fait du sens en termes de charge de travail personnel et professionnel. Là. Et honnêtement, quand je suis arrivé avant Noël, j'étais un petit peu pessimiste par rapport à 2025. J'ai fait mon design de mon année 2025 et là, je suis craqué comme 12 pour l'année qui s'en vient. Plein de beaux projets, plein d'objectifs super intéressants. C'est structuré, puis j'aime ça. Donc, ma question pour toi, Antoine, c'est est-ce que comment tu attaques, dans le fond, ton année qui s'en vient de ton côté? Est-ce que tu as un rituel que tu fais autant professionnel que personnel pour essayer de te donner une vue plus claire d'où est-ce que tu veux t'en aller, puis comment tu structures après ça tes objectifs, puis tes différents milestones? Là? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que comme n'importe quelle personne qui va nous écouter aujourd'hui, je suis passé par plusieurs phases à travers le temps. Des fois, j'étais excessivement structuré, des fois, je l'étais un peu moins. Puis, ultimement, avec les années, à un certain point, tu arrives à une formule qui est bonne pour toi. Et c'est intéressant. J'avais une discussion avec quelqu'un que j'accompagne un peu, qui est en train de construire son entreprise et il me présentait un peu sa revue annuelle et son plan pour 2025 qu'elle est présentée à son staff. Puis, à la fin de la rencontre, je le regarde et je dis, est-ce que ton staff, c'est des comptables? Est-ce que tu t'en vas présenter un bilan à des banquiers pour avoir du financement? Parce que tout était tellement chiffré que je me dis, comment tu vas inspirer des gens? On veut augmenter tant les revenus, on veut augmenter tant les profits, on veut. Mais au final, il est où la réelle amélioration que tu amènes à ton entreprise? Parce que tout ça, ce sont des conséquences de bon travail que tu vas faire, d'amélioration que tu vas faire dans tes processus, d'amélioration que tu vas faire dans ton développement. Et oui, c'est important, ça peut être bien d'avoir des objectifs clairs pour qu'on puisse les suivre. Ce qui n'est pas suivi ne peut pas être amélioré, j'en conviens, mais il faut avoir une manière, un plan pour se rendre là. Et c'est souvent là que moi, je prends un pas de recul ici. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus orienté sur le processus, sur l'amélioration d'arriver à quelque chose que sur le résultat spécifique, je dirais. Et c'est quelque chose qui s'est amélioré, qui s'est, je dirais, matérialisé beaucoup à travers le temps. Donc, pour revenir à ta question, la manière que ça fonctionne, disons que si je commence au niveau, on va dire, personnel, j'y vais de manière très simple. Je ne crois pas beaucoup aux objectifs long terme parce que la vie change trop vite. Donc, j'essaye souvent de travailler sur des blocs d'à peu près 12 semaines. Des blocs d'après 12 semaines. Non, j'ai une vision très long terme avec certains projets, avec certains objectifs, mais en termes d'objectifs précis pour ces mêmes projets, j'essaie de segmenter ça sur des trimestres ou sur des trimestres et quelques semaines de plus dans le trimestre pour me donner un petit peu de tampon entre un trimestre et un deuxième trimestre. Donc ça, c'est la manière que je vois les choses. Et personnellement, pour moi, cette année, ça n'a pas été tellement compliqué. Si je regardais au niveau personnel, qui bien entendu s'intègre également avec le niveau professionnel, puis c'est peut-être davantage là-dessus que je vais rester aujourd'hui, moi, j'avais vraiment 3 gros angles d'attaque
c'était bien entendu l'amélioration continue puis la croissance de notre agence, le lancement de notre produit technologique avec succès, avec des chiffres précis qu'on s'est donné à atteindre selon une vision de 12 semaines et de garder la même fréquence d'un épisode par semaine pour l'histoire de foot. Et c'est tout. Et ça, c'est plus personnel globalement pour moi. Après, dans mon entreprise, on a certains objectifs excessivement précis qui vont être reliés à certains chefs de projet. Mais même à l'intérieur même de mon entreprise spécifique, avec mes chefs de département, je réduis considérablement maintenant les objectifs parce que je me rends compte que si on prend un gros temps de réflexion et un gros temps d'analyse sur ce qu'on a à faire, des fois, une seule chose ou deux choses qu'on est capable de faire dans notre entreprise ou dans un projet spécifique peut venir régler l'entièreté des problèmes. Et je me rappelle, il y a plusieurs années auparavant, j'arrivais dans des rencontres et je terminais ça avec l'ensemble de mon staff. Et là, il y avait 25 points à faire. Oublie ça. C'est trop compliqué de garder une vision précise avec autant de points. Donc, je réduis ça le plus possible. La mission, la vision de l'organisation et de mes différents projets reste toujours claire. Et pour atteindre ça, on essaie de réduire le nombre d'actions qui sont à être faites. On met ça sur des blocs de 12 semaines. Et par la suite, bien, on fait le classique de suivre ces différents points semaine après semaine, de faire une revue un petit peu plus importante de manière mensuelle. Mais je garde ça très simple, Jonathan, et je suis beaucoup plus intéressé par l'amélioration du processus, l'amélioration de la structure que du résultat. Parce que si le travail est bien fait et que le résultat n'est pas atteint, peut-être que le plan aurait pu être mieux fait, mais au final, tu fais ce que tu pensais qu'il était le mieux de faire, donc tu ne peux pas vraiment t'en vouloir. Et quand tu dis que tu réduis les objectifs pour ton équipe, tu parles de la quantité de points qui pourraient être des objectifs divergents ou complémentaires pour Exact. avoir moins de points, mais tu gardes quand même la barre haute au Oh final. oui, c'est sûr et pour certain les qu'on ne points vise pas de la restants. décroissance. Ça, je te confirme. Mais en termes, oui, puis je vais le mettre clair, en termes de choses qui ont été faites différentes, en termes de choses, parce que très souvent, tu te rends compte, et c'est là que je me rends compte de plus en plus que mon temps va dans l'organisation, puis j'imagine que c'est la même chose pour la majeure partie des entrepreneurs qui nous écoutent. J'essaie de uniquement mettre mon temps dans l'entreprise à l'endroit où est-ce que le plus gros problème à l'instant T, la semaine même, les 2 semaines même, ou le mois même si je choisis un mois spécifique. Et plus tu te rends compte, et plus tu passes du temps à bien analyser ton organisation, à bien analyser les différents départements, tu te rends compte souvent que si tu es capable de graviter à l'intérieur de toute ton entreprise, d'aller voir vraiment tous les départements et par la suite de prendre un pas de recul, il y a une action qui pourrait régler 3-4 problèmes en même temps. Mais quand tu ne prends pas assez de temps pour aller te mettre le nez dans tout ça, pour discuter avec tes équipes, pour avoir des vraies bonnes conversations sur les problématiques du moment et sur les choses qu'on veut atteindre, bien là, c'est là que tu te mets à mettre 25-26 objectifs qui, au final, font du sens, mais sont impossibles à atteindre dans l'entièreté de tout ça. Donc, je réduis le nombre d'objectifs, pas en termes de standards, je dirais, mais en termes de choses à faire, en, je l'espère, devenant un petit peu plus intelligent à travers les années en étant meilleur stratégiquement, en disant que moins de choses vont paradoxalement, nous aider à accomplir plus. C'est quand même intéressant. Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour t'aider à définir les objectifs puis suivre après les différents milestones? Ouais. Donc, les outils, je dirais la manière que je fonctionne pour l'entièreté des projets de fond avec l'ensemble de mes collègues, et là, je reviens peut-être davantage au niveau professionnel ici, avec l'entité J7. La chose que je fais toujours avec toutes mes équipes, c'est, et là, tu vois, on a cette rencontre-là. On fait le podcast aujourd'hui le 7 janvier. J'ai ma rencontre avec mes équipes le 9 janvier pour bien structurer qui va être les responsables de chacun de ces différents objectifs-là et de discuter même des objectifs et des problématiques à régler. Chacun de mes collègues a reçu un mémo spécifique. Puis quand je te dis de prendre du temps vraiment à réfléchir, ce mémo-là fait 13 pages. OK? Donc, moi, j'écris un mémo sur l'entièreté des choses que j'ai vues dans les 2-3 derniers trimestres, des problématiques, des bons points. Et c'est un mémo écrit de manière très robuste. Chaque point est analysé avec des analyses, avec des réflexions, ainsi de suite. Et chacun de mes collègues reçoit ce mémo-là, doit copier ce mémo-là et donner une réponse à chacun des points 48 heures avant la rencontre. Donc, de cette manière-là, qu'est-ce que ça me donne? Ça donne la possibilité à ce que chaque personne avant la rencontre sache exactement, moi, ce que je pense qui devrait être atteint et réglé comme problématique, eux, leur réponse à ces points-là et les autres points qu'ils aimeraient amener. Mixer les différents points
de tous et chacun. Et quand j'ai mixé les différents points de tous et chacun, je donne en amont à l'entièreté de mon comité de direction la réponse de chacun des points et on en discute. Donc, il y a une structure excessivement claire de préparation via un mémo. Et là, par la suite, il y a une discussion. Puis la discussion, elle est intéressante parce que chaque personne est préparée. Et là, par la suite, au niveau technique, on a des outils comme Asana qui nous permet de suivre ça dans un logiciel de tâches d'une semaine à l'autre, ce qui est pas tellement innovateur. Donc, tout le monde a des outils de la sorte. Mais ça part avec un mémo longuement réfléchi, qui n'a pas été bâti sur un coin de table. C'est des points qu'on a notés pendant un bon bout de temps. Nous, le Q4, Jonathan, c'est pas un moment qu'on est très dans l'innovation, dans l'avancement de nos projets. On est très dans l'opération. Beaucoup de nos clients sont dans les commerces électroniques. Il y a le temps des fêtes, il y a le Black Friday. Donc, c'est un trimestre d'opération, le Q4. Il n'y a aucun gros projet qui est lancé à ce moment-là. Mais le Q1 et le Q2, c'est le moment où est-ce que si on ne prend pas ces trimestres-là au sérieux, on ne sera pas capable de bien définir notre année. Donc, c'est très, très important pour nous en ce moment si on a des objectifs, des points spécifiques à mettre en place, c'est maintenant que ça se joue. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Et cette technique-là de mémo, de réponse et ensuite toutes les autres étapes, est-ce que c'est quelque chose que tu as importé d'ailleurs? Est-ce que c'est une méthode qui existait déjà ou tu l'as inventée par toi-même? Non, je l'ai pas inventé par moi-même. J'aurais aimé l'inventer par moi-même. Non, c'est Jeff Bezos qui avait expliqué ça dans les différents livres, dans les différents entretiens qu'il a fait. Il a dit, chez Amazon, chaque rencontre commence avec un mémo où est-ce que les gens doivent lire 30 minutes avant la rencontre. Eux, ils font au début de la rencontre, tout se fait en présentiel. Je l'ai testé, moi, je trouvais ça vraiment bizarre en faisant des rencontres en Zoom, de se dire, OK, on commence la rencontre, vous avez 30 minutes pour le lire. Je préfère l'envoyer à tout le monde une semaine avant. Les gens, par la suite, donnent des réponses. Ça commence la rencontre. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais de donner un mémo où est-ce qu'une personne a vraiment réfléchi, a pris du temps à mettre, puis des fois, c'est moi, puis des fois, c'est quelqu'un d'autre. Hein, s'il y a d'autres points à discuter, dans ce cas-ci, c'est moi qui le fait. Et je trouve que ça donne des rencontres qui sont plus intéressantes parce que les gens ont le temps vraiment de comprendre la réflexion derrière. Chose qui, des fois, n'arrive pas quand il n'y a pas de préparation dans une rencontre. Et soyons honnêtes, il y a beaucoup de rencontres, des fois, qui n'ont pas de préparation. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ça, lisez les livres de Amazon Unbound. Ça fait longtemps que Jeff Bezos parle de ça. Eux, ils appellent ça The Six Pages Memo. Et j'avais trouvé ça donc fascinant quand j'avais lu ça au départ. Et depuis, je le mets en place pour les entreprises, pour mon entreprise. Et surtout, quand tu travailles à distance, ça aide beaucoup. Je pense que c'est une expertise qui est sous-évaluée, d'être capable de mettre à l'écrit ses pensées.
Puis vraiment le mettre à l'écrit, là, pas de juste de faire une vidéo, de mettre à l'écrit ses pensées. Je pense que c'est une expertise qui est sous-estimée et qui peut donc aider des gens quand c'est bien écrit, quand la vision est bien mise sur page. Et si jamais il y en a qui veulent en savoir plus sur la technique du Six-Pager Memo, si vous tapez dans Google, les 2 premiers liens sont super pertinents, dont un site web qui est sixpagermemo.com qui explique le pourquoi Jeff Bezos a un peu amené cette technique-là, les 10 étapes ou la personne qui l'a implémenté, c'est quoi les 10 étapes qu'elle utilise pour bien écrire son mémo. Et on a également un template qui provient d'Amazon qui est disponible et le pourquoi. Ouais, donc, tout sur sixpagermemo, toutécrit.com. Il y a également un article de blog sur le site Larksuit qui explique vraiment un petit peu plus en détail, là, 4 minutes de lecture, le what, why and how de cette technique-là. Donc, je vais m'y affairer de mon côté. Ça fait plusieurs fois, moi, j'en parle à notre équipe ici que j'aimerais tester cette technique-là. Je n'ai pas été encore assez convaincant, je pense, avec l'équipe. Mais je pense que je vais sérieusement lire tout ça et voir si je peux l'appliquer ici dans l'organisation. Écoute, je vais aller regarder ça un petit peu de mon côté, mais je pense que, tu sais, essentiellement, le point, c'est surtout de se dire, d'être capable de mettre à l'écrit une problématique, une idée, un objectif. C'est quelque chose que peu de gens font. Puis qui peut vraiment aider parce que ça aide tout le monde à se dire, ça pousse les gens à vraiment lire et ça paraît stupide ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas à ma rencontre, soyons honnêtes là, OK? Ça pousse les gens à lire et ta mémoire, quand tu lis quelque chose, elle va être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus marquant que si tu regardes une vidéo ou quoi que ce soit parce que les détails vont être écrits, tu vas pouvoir annoter le document, tu vas pouvoir le relire. Puis par la suite, là, la rencontre débute. Là, la rencontre débute, tout le monde est sur la même longueur d'onde et ça crée une discussion qui, là, peut être sensiblement intense. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, les discussions ne sont pas intenses parce que les gens ne sont pas préparés et sont gênés de parler. Mais quand les gens sont préparés, tout le monde a un point à dire. Puis là, c'est là que ça peut faire des bons échanges, des bons débats. Puis c'est ce que tu recherches avec une équipe de direction, je pense. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord. Et c'est dans le désaccord qu'on va trouver la meilleure solution. Et tu prends ensuite l'ensemble de ces points-là et tu le transfères dans Asana pour le suivre, j'imagine, au quotidien ou plutôt hebdomadaire ou mensuel, trimestriel. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc, on crée on appelle ça des goals dans Asana qu'on met clair, qu'on explique à l'ensemble du staff les choses qu'on veut atteindre. On explique également comment un contributeur individuel, c'est plus beau en anglais de dire un individual contributor, donc quelqu'un qui travaille dans l'entreprise mais qui n'est pas nécessairement chez l'équipe, comment que lui peut impacter cet objectif-là et qu'est-ce qu'on considère va être un succès. Et nous, notre structure de rémunération sur les bonus à l'interne, GG7 fonctionne selon l'augmentation du chiffre d'affaires. Et on dit aux gens, oui, il y a un objectif de chiffre d'affaires à la fin, mais c'est la dernière page de ma présentation. Je ne fais pas un bilan comptable à l'ensemble du staff. Ils n'ont pas besoin de savoir tout. Ce n'est pas leur job. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est, OK, l'organisation a décidé que ça, c'était les priorités. Moi, en tant que collègue, comment je peux aider dans ces priorités-là? Et par la suite, théoriquement, ils ont fait le calcul que ça devrait nous amener là. Et moi, je bénéficie si ça l'arrive. Et ça, tu vois, je trouvais ça intéressant parce que j'en parlais avec quelqu'un que j'accompagnais. Je lui disais, là, tu parles à des gens, tu parles à des créatifs, tu parles à des marketeurs, tu parles à des stratèges. Ton bilan comptable ne fonctionne pas tellement. Parle d'objectifs, parle de choses qui inspirent. Puis à la fin, fais 1 ou 2 pages sur ton bilan comptable. Il n'y a pas de souci, mais faut pas que l'entièreté de ta présentation soit un plan financier pour aller obtenir un peu de financement à la banque, là. C'est intéressant parce que ça se recoupe un peu à un exercice ou plutôt un outil qu'on a mis en place il y a à peu près 1 an environ de ça, que c'est la 2e fois qu'on la révise en équipe, qui est l'exercice d'OGSM. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé sur le podcast, Antoine. Peut-être que tu en as un peu parlé, oui. C'est une coach qu'on apprécie énormément qui s'appelle Ginette Gagnon, une ancienne VP de chez CGI qui nous a apporté cet outil-là. Et OGSM, en anglais, c'est Objective, Goal, Strategy and Measure. Donc, les objectifs, les buts, la stratégie et la mesure. Donc, ça me rejoint beaucoup quand tu parles de la mesure, de la métrique au final.
mais il faut quand même expliquer le pourquoi on veut le faire, où est-ce qu'on s'en va et ça va être quoi la stratégie derrière tout ça. Et ce qu'on se rendait souvent compte avant, c'est que des fois, on avait juste la métrique, mais on n'avait pas la stratégie et le pourquoi et comment qu'on allait y arriver. Ou des fois, il manquait la stratégie. Donc, cet outil-là permet sur 4 colonnes de vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de trou sur où est-ce qu'on veut s'en aller, à comment qu'on va le faire et surtout comment qu'on va le mesurer. Donc, c'est la deuxième année là, qu'on utilise l'outil. On a eu beaucoup de difficultés à l'implanter l'année passée. Ça a été vraiment un chaos total pour réussir à s'approprier cet outil-là et d'en faire une première version sur laquelle on était d'accord, aligné et qu'on découlait ça ensuite dans l'ensemble des équipes. Et là, sur la deuxième version, ça a été beaucoup plus rapide cette année là, de la remettre à jour, modifier certains items, puis au moins on connaissait mieux l'outil, puis on l'avait travaillé toute l'année. Donc, il nous reste encore, je pense, une année ou deux à manger des croûtes pour se rendre à pleine efficacité sur cet outil-là. Mais ça nous amène quand même beaucoup de positifs à date pour éviter des trous et des zones grises, mais surtout de transmettre ça après ça à l'ensemble des équipes pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on s'en va, mais qu'eux puissent ensuite découler leur propre version d'OJSM dans leur propre équipe. Là. Exact. Je pense que c'est un des points qui est vraiment, vraiment important de garder en tête pour tous les gens qui vont nous écouter et qui sont dans ce type de préparation trimestrielle, annuelle. Je ne sais pas pour toi, moi, je ne fais pas de préparation annuelle ou de structure annuelle. Je crois peu à ça. On a une mission d'entreprise, on a des objectifs d'entreprise sur le long terme, mais on ne dit pas dans 12 mois, l'entreprise va être X, Y, Z. J'essaie vraiment de garder cette discipline-là sur 12 semaines. On le sait qu'on veut grandir, puis qu'on veut grandir le plus possible. Tout le monde le sait. Qu'on le dise, qu'on donne un chiffre hypothétique au 31 décembre 2025 ou non, ça ne changera rien. On le sait ce qu'on veut, puis on va le suivre de manière rigoureuse. Donc, on garde ça vraiment simple sur des trimestres. On est clair aussi sur quels trimestres peuvent faire avancer l'entreprise. Nous, à partir de Q3, Q4, ça tombe dans l'opération avec les vacances. C'est très compliqué. Donc, on a vraiment une fenêtre d'opportunité de 6 mois pour faire des changements. 6 changements on veut faire, tu sais. Donc, il faut vraiment, vraiment focusser et faire le maximum pendant ces mois-là. Puis par la suite, je mets énormément d'importance sur l'amélioration plus que uniquement sur le résultat. Parce que plus souvent qu'autrement, Jonathan, le résultat est uniquement une accumulation de bonnes actions qui ont été mises en place. Mais des fois, c'est quoi? Le timing n'est pas bon. L'objectif est atteint 1 an plus tard, un trimestre plus tard, ou même qui est atteint 3 mois en avance. Parce que tu n'avais peut-être pas nécessairement mesuré combien d'actions que tu avais besoin pour atteindre cet objectif-là spécifiquement. Donc, moi, là-dessus, je suis toujours beaucoup plus, pas souple, je dirais, mais dans le sens que j'en tiens moins rigueur aux gens. Si le plan, la stratégie fait énormément de sens et tous les efforts ont été faits pour atteindre cet objectif-là et qu'on n'a pas atteint le résultat, je clappe. Je clappe des mains. Parce que tout a été fait de la bonne manière, l'amélioration, le processus a été suivi, mais on n'avait peut-être pas le bon timing. Peut-être qu'il faut encore en faire 5 fois plus de ces actions-là pendant encore 6 mois pour avoir l'objectif. Mais sur papier, ça fait encore du sens. On n'arrête pas. Tu sais. Et moi, ça m'a souvent surpris. C'est que je pensais que faire ces actions-là sur 3 mois nous donnerait l'objectif. Finalement, ça l'a pris 3 ans. Mais 3 ans plus tard, ça nous a donné le résultat qu'on s'était donné et ça a fonctionné pour faire grandir l'organisation. Donc, c'est là-dessus que je pense que peut-être que je diffère de certaines personnes. Je suis beaucoup plus souple sur l'acceptation qu'un résultat ne sera peut-être pas atteint, mais excessivement rigoureux sur la discipline et le travail qui est mis dans la stratégie. Moi, je suis d'une école de pensée complètement inverse de la tienne. Je suis content d'accueillir ce que tu mentionnes. De la manière qu'on le fait de notre côté chez OpenMind, c'est que l'année financière commence au 1er mars. Donc, généralement, décembre, janvier, on va commencer à discuter avec l'équipe de gestion de quels sont nos objectifs métriques pour l'année à venir. Et après ça, on se dit, OK, comment on peut réussir à atteindre ces objectifs métriques-là? Mais dans l'OJSM, il y a effectivement une ligne qui va être pour les objectifs métriques, mais après ça, il y a des lignes également pour l'amélioration au niveau de la valeur livrée aux clients, l'amélioration de la valeur livrée au staff puis aux autres parties. Donc, il y a différents items qui vont se découler là-dedans. Mais généralement, là, décembre, janvier, on commence déjà à émettre des hypothèses revenus, profitabilité. Et on va regarder comment on peut les atteindre. Est-ce que c'est réaliste? C'est quoi notre plan de match? Et ce qu'on a décidé pour cette année, au lieu de suivre juste le volume d'affaires et le profit, on a décidé de découper le volume d'affaires en différents compartiments. Donc, on a, de mémoire, c'est 6 compartiments différents qu'on a des objectifs selon les lignes de service, selon le type de service qu'on vend. Exemple, on commence à pousser beaucoup sur
la vente d'intégration de services au niveau de l'intelligence artificielle. On s'est donné un objectif dans un panier, dire on essaye d'atteindre minimum tant de volume d'affaires là-dedans et on va avoir 6 bonnes occasions de célébrer en cours de route. Si on en échappe 1 ou 2, c'est correct, mais si on les a tous, voici ce que ça nous mène au bout de la ligne. Donc, si on ne réussit pas à aller chercher le plein grand chiffre en haut, on a des chances de célébrer un petit peu plus bas ou même de dépasser les objectifs par bucket, par panier. Et ce qu'on fait généralement, c'est que cet objectif-là, elle est fixe du 1er mars jusqu'aux 6 mois suivants. Et 6 mois plus tard, on va se rasseoir pour dire, bon, nos objectifs initiaux étaient de X, Y, Z. Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Et on va reforecaster à ce moment-là. On va refaire une nouvelle prévision pour se réaligner plus proche de la réalité, pour être sûr qu'on s'en ait pas juste un 12 mois plus tard, puis être complètement à gauche ou à droite des prévisions qu'il y avait eu, que ce soit au-dessus ou en dessous. Donc, on fonctionne beaucoup à émettre des hypothèses grandioses, se faire un plan de match, comment les atteindre, mais on reste flexible en cours de route pour modifier à ce moment-là ces objectifs-là finaux. Mais surtout, toujours se challenger, de dire, OK, comment on peut y arriver, puis comment on peut provoquer les choses. Ce que ça nous aide aussi, c'est la réflexion d'investissement à moyen et à long terme aussi. On le sait que cette année, on va investir beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle, autant dans nos procédés puis nos processus internes pour augmenter la valeur livrée à nos clients puis la qualité livrée, que de comment on l'intègre ensuite dans nos projets clients pour livrer de l'intelligence artificielle dans nos transformations numériques chez nos clients. Et ces 2 volets-là, ça demande beaucoup de notre nous-mêmes qu'on met sur la table, qui sera probablement pas facturable. Donc là, on est capable de se dire sur une échelle de 3, 4, 5, 6 trimestres, bien, on sait qu'on va réduire peut-être un peu la marge de profit pour un meilleur futur à moyen et à long terme. Donc, on est capable à ce moment-là de se dire, OK, on investit un peu plus d'un côté, ça va affecter les chiffres sur une échelle X à court, moyen terme, mais ça va redonner à long terme au final. Là. Donc, c'est un peu l'école de pensée dans laquelle nous, on l'aligne, tout ça pour être certain qu'on ne soit pas juste à court terme, mais qu'il y ait une réflexion moyen et long terme au niveau de certains investissements dans différentes équipes de services. Là. Donc là, les auditeurs du podcast, vous avez les 2 options sur la table. L'option très cartésienne de Jonathan et l'option très orientée processus amélioration d'Antoine. Vous avez toutes les options. Prenez celle que vous désirez. Faites votre planification comme vous le désirez. Le but, c'est de chercher des trucs et des astuces et de bâtir la meilleure formule possible. Jonathan, autre chose avant que je te laisse filer. Complet pour cette semaine, Antoine. Merci. Incroyable. Donc, merci encore une fois, Jonathan. Bonne année à tous. Bonne année à toi. Santé, santé, santé. Bonne planification à tous. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.